Vous écoutez France Culture. Bonjour et bienvenue à tous dans le Club Sciences Publiques. Merci d'être fidèles au rendez-vous quotidien des émissions de sciences de France Culture. Aujourd'hui, nous retrouvons le Club Sciences Publiques et bien entendu, vos réflexions et vos commentaires sont toujours attendus sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Le hasard existe-t-il ? La science se fixe pour but, au-delà de la pure connaissance, de découvrir les lois qui régissent l'univers qui nous entoure. Ces lois, qu'il s'agisse de celles de la pesanteur, du mouvement des planètes, des mécanismes de la reproduction des êtres vivants ou de ceux de l'évolution des espèces, permettent non seulement d'expliquer les phénomènes du monde réel, mais également, parfois et souvent, de les prédire. Ainsi, la théorie de la relativité permet de faire fonctionner le GPS sans erreur, les lois de la gravitation permettent d'expédier des sondes sur Mars, et la supraconductivité permet de faire léviter des trains. Autant de phénomènes que l'homme a appris à maîtriser plus ou moins, c'est-à-dire à prédire. Ainsi, pourquoi parler aujourd'hui de hasard ? Cette notion n'est-elle pas totalement incompatible avec la démarche scientifique qui cherche justement à l'abolir ? En réalité, la science actuelle reste bien loin d'avoir totalement éliminé le hasard. Bien au contraire, il semble qu'il surgisse sans cesse dès lors que les recherches s'affinent et que des phénomènes qualifiés de chaotiques apparaissent. Le hasard ne dessine-t-il pas alors simplement les limites de la science ? Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, aurait dit Albert Einstein. Les progrès de la science devraient faire reculer la part de hasard dans les phénomènes qu'elle aborde, mais est-ce vraiment le cas ? Les notions de chaos et de complexité ne sont-elles pas directement liées à celles de hasard ? Telles sont les questions que nous allons tenter d'aborder pour cette rentrée du Club Sciences Publiques en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio. Un thème presque aussi philosophique que scientifique, donc, pour un club au grand complet avec Jean-Claude Amezen, médecin, professeur d'immunologie à l'université Paris 7 et président du comité d'éthique de l'INSERM. Étienne Klein, physicien au CEA et professeur à l'école centrale de Paris. Et Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et à Sciences Po. Et nous recevons également Nicolas Gauvrit, maître de conférence en mathématiques à l'université d'Artois, docteur en sciences cognitives et auteur de « Vous avez dit hasard » entre mathématiques et psychologie, paru aux éditions Belin pour la science en 2009. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.com. Alors pour ouvrir notre débat, je donne tout de suite la parole à Pierre-Henri Gouillon qui a lui-même souhaité aborder le thème du hasard dans le Club Sciences Publiques et qui va donc sans doute nous expliquer pourquoi et peut-être commencer par une définition du hasard, au moins dans le domaine des sciences. Je pense qu'il y a plusieurs définitions dans le domaine des sciences, mais effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de points qu'il est utile de rappeler très rapidement. Premièrement, il y a des gens qui pensent que le hasard, c'est quand on ne sait pas. Alors effectivement, dans ce cas-là... si on savait, il n'y aurait plus de hasard. Là, je pense que c'est pas vrai. Il y a l'idée que tous les systèmes qui produisent du hasard peuvent être complexes. Je pense que c'est pas nécessairement vrai. Je pense que en tout cas en biologie, quand on emploie le mot hasard, on utilise en fait la définition de Cournot. Et la définition de Cournot, c'est que le hasard, c'est la rencontre de deux séries causales indépendantes. C'est-à-dire que deux événements vont se rencontrer alors qu'il n'y avait rien qui faisait a priori qu'il y ait la moindre nécessité pour qu'ils se rencontrent. Alors les exemples sont multiples. Par exemple, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va poster une lettre parce que c'est l'heure qu'il aille poster cette lettre, parce que je sais pas quoi, c'est la date limite pour payer ses impôts. Il y a du vent et il y a une tuile qui se détache d'un toit et la tuile tombe sur la tête du gars. On sait parfaitement pourquoi le gars est allé poster sa lettre. On sait parfaitement pourquoi la tuile est tombée. Simplement, il n'y a pas de liaison entre le fait que le gars soit allé poster sa lettre et le fait que la tuile soit tombée à ce moment-là. Et du coup, cette indépendance qui peut se mesurer mathématiquement, parce que on peut dire que la probabilité de deux événements se produisant en même temps, si ces deux événements sont indépendants, c'est le produit des probabilités des deux événements. Donc on peut tester l'indépendance des événements avec
des travaux relativement simples de proba. Donc voilà, je pense que cette définition-là, en fait, recouvre la plupart des autres du langage courant. Justement, je dirais presque toutes, sauf le hasard quantique. On va y revenir. Voilà. Et déjà sur cette première partie sur la définition, Étienne Klein, avant le début de cette émission, vous étiez déjà un peu en désaccord avec Cournot, justement. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a 3 définitions épistémologiquement pertinentes du hasard. Il y a la chance, ça c'est le terme le plus courant, on associe le hasard et la chance. Il y a l'aléatoire, il y a le contingent, qui sont 3 notions finalement assez différentes. La définition de Cournot, c'est-à-dire la rencontre de 2 séries causales indépendantes, me semble intéressante d'un point de vue pragmatique, mais d'un point de vue épistémologique, elle présente des difficultés. Dans le célèbre texte de Cournot à ce propos, il prend l'exemple d'un monsieur qui prend un train pour faire une partie de campagne et qui meurt du fait du déraillement du train. Et il écrit « La victime est fortuite, car les causes qui ont amené l'accident ne tiennent pas à la présence du voyageur ». Autrement dit, si ce monsieur n'était pas monté dans le train, l'accident se serait produit de toute façon, mais lui n'aurait pas été victime. Et ça suppose qu'il existerait des séries causales parfaitement indépendantes. Or, alors évidemment, en laboratoire, quand on fait de la science, on peut justement s'arranger pour être dans des situations où on peut protéger un enchaînement causal d'influences extérieures. Les isoler. Mais dans la nature, tout événement qui se produit est le résultat d'une multitude de causes. De sorte que les séries indépendantes qu'invoque Cournot, en fait, sont arbitrairement choisies sans avoir de contrepartie rigoureuse dans l'évolution de la nature. Oui, Pierre Aguillon. Je voudrais vous dire que chez nous, la notion de hasard a pris un sens extrêmement grand quand il s'agit de réfléchir à l'évolution. Parce que la théorie darwinienne est telle qu'elle s'est développée. Il avait déjà lui-même lancé là-dessus, mais c'est devenu encore de plus en plus vrai au fur et à mesure que les connaissances avançaient. C'est justement le fait que les variations se produisent au hasard. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une variation se produit au hasard et qu'ensuite c'est la sélection qui trie parmi ces variations? On ne veut pas dire que n'importe quoi peut arriver, évidemment. Parmi les variations qu'on peut trouver dans les descendants d'un chien, il n'y a pas un chat. Hein. Donc, c'est pas n'importe quoi qui peut se produire. Il peut se produire certaines formes de variations et d'autres pas. Quand on dit que les variations se font au hasard, on veut dire qu'elles se forment indépendamment, qu'il y a une dépendance entre la variation qui va se produire sous l'effet d'une mutation, d'une recombinaison, tout ce que vous voudrez, et puis ce dont la sélection aurait en quelque sorte besoin pour que l'individu puisse réussir mieux dans son existence. Donc, la notion de hasard pour comprendre l'évolution est fondamentale, non pas que n'importe quoi puisse arriver, non pas que la vie soit due au hasard, ça c'est faux, la vie elle est due à un ensemble qui contient le hasard des variations et la sélection naturelle, mais en revanche, il y a un hasard quelque part très fort, c'est l'indépendance de la cause de la variation et de son effet en termes de sélection. Jean-Claude Amezen. Oui, je crois ce que dit Pierre-Henri, Darwin le dit d'une certaine façon de manière contradictoire, hein, parce que je vous cite 2 phrases. Cet univers immense et merveilleux, incluant l'homme, avec sa capacité à plonger le regard loin dans le passé, loin dans l'avenir, est le résultat du hasard aveugle et de la nécessité. Et puis, dans l'origine des espèces, là où il commence à parler de variation, dans le chapitre 5, il va dire que j'ai jusqu'ici parfois parlé comme si les variations des êtres vivants étaient dues au hasard. C'est bien entendu une expression totalement incorrecte, mais elle sert à reconnaître notre ignorance de chacune des variations. Et donc on retrouve cette indépendance relative entre des séries causales qui font que les variations qui se produisent à l'intérieur de chaque être vivant et qui déterminent la transmission de caractère héréditaire, a priori sont de rapports très lointains et donc nous disons sans rapport avec les conditions d'environnement dans lesquelles il va naître. Mais je crois qu'il y a une autre définition du hasard qui mesure d'une certaine façon tout simplement notre degré d'ignorance. C'est la définition que donnait Poincaré en disant que si, en gros, des variations dans les conditions initiales ou dans les fluctuations environnantes donnent de grandes conséquences, nous disons alors, parce que nous ne sommes pas capables de prévoir les conséquences, qu'il s'agit d'un événement fortuit. Et donc on voit bien que... En mécanique quantique, le hasard n'est pas lié à notre méconnaissance des états fins du système. Voilà, alors je ne connais pas la mécanique quantique et je te laisserai là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde macroscopique et en particulier dans le monde vivant, d'une certaine façon, c'est le degré de notre ignorance. Mais il y a quelque chose de plus paradoxal. Les probabilités qui utilisent le hasard
disent des régularités en disant l'ignorance de chaque événement singulier. Je ne sais pas si la pièce va tomber pile ou face, mais je sais en raison des probabilités que sur des grands nombres, elle tombera en moyenne une fois pile et une fois face. Et donc, d'une certaine façon, la méconnaissance, l'ignorance, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes qui font que la pièce tombe pile ou face, l'ignorance de l'événement singulier s'intègre dans une connaissance sur des régularités plus larges. Alors justement, peut-être que là où le hasard devrait être le plus absent, c'est dans les mathématiques, puisqu'on a créé cet instrument à notre guise et que nous en sommes relativement maîtres. Est-ce que c'est le cas, Nicolas Gauwit? Eh bien, alors moi je m'attendais au contraire à ce que, j'avais pas du tout la même approche sans doute, mais je m'attendais au contraire à ce qu'en mathématiques on trouve très facilement une définition du hasard. Justement parce qu'il y a les probabilités qui sont dans l'esprit d'à peu près tout le monde, la science du hasard. Donc on s'attendrait à trouver, moi c'est un des deux paradoxes je crois qui m'a le plus frappé avec les probabilités. Le premier c'est celui que vous venez d'évoquer, là, le fait que le hasard c'est ce qu'on connaît absolument pas et puis finalement il y a des lois du hasard. Et le deuxième, c'est que dans un ouvrage de probabilité, on ne trouve aucune définition du hasard, sauf très récemment, il y a eu des développements qui sont issus des probabilités, mais dans l'introduction aux probabilités, il n'y a pas de définition du hasard, on ne sait pas ce que c'est, ou alors on a une définition complètement creuse, c'est-à-dire qu'un événement aléatoire pour un probabiliste, c'est ce qu'on appelle nous un événement tout court, c'est-à-dire que si c'est un événement certain, ça s'appelle quand même un événement aléatoire, et si c'est un événement impossible, ça s'appelle quand même un événement aléatoire. Donc tout est un événement aléatoire. Alors voilà, moi j'ai été surpris. Les probabilités ont été un peu inventées, justement, comme le soulignait Jean-Claude Amezen, pour réduire, ou moins pour aborder ou traiter le hasard en réduisant un petit peu les aléas, justement. Voilà, mais c'est très étonnant que tout un domaine des mathématiques qui se donne pour but d'étudier le hasard ne fournisse pas au départ de définition du hasard. Et il a fallu attendre en fait les années 60 pour avoir... Donc c'est très récent. Alors, les physiciens n'ont pas de définition de la matière. Les biologistes n'ont pas de définition de la vie. Alors, c'est un problème généralisé. Alors. C'est bien, donc finalement les mathématiciens ne sont pas mal lotis dans cette histoire. Et vous savez ce que disait François Jacob, que c'est depuis que les biologistes ont cessé de chercher une définition de la vie qu'ils ont commencé à comprendre comment elle fonctionnait. Très bien. Alors, paradoxalement, il y a quand même ce problème particulier, peut-être, de la mécanique quantique, Étienne Klein. Oui, je reviens sur la définition assez classique du hasard. C'est-à-dire, le hasard, c'est ce qui nous apparaît associé à un événement lorsque nous ne connaissons pas la série causale qui l'a déterminé. Ce qui montre déjà que le hasard ne s'oppose pas au déterminisme. D'ailleurs, le mot hasard vient de l'arabe qui signifie dé. Le mouvement d'un dé est parfaitement déterministe. C'est-à-dire, si on connaît les conditions initiales, la position du dé, sa structure, sa forme, si on connaît le champ de force qu'il va subir durant sa trajectoire, normalement, on est capable de prédire sur quelle face il va tomber. Mais comme on n'a pas la possibilité de faire ce calcul précisément et qu'on n'a pas non plus d'observations qui permettent de prédire le résultat exact, on associe tel ou tel résultat, telle ou telle face sur laquelle tombe le dé à l'aléatoire pur. Mais c'est l'aléatoire qui est déterminé par un mouvement, une dynamique qui est parfaitement déterminée. On retombe sur la question de l'ignorance, là, on est incapable de calculer. Donc le hasard est la manifestation de notre ignorance des détails fins du système et de son évolution. Simplement, en mécanique quantique, c'est devenu intéressant parce que, en mécanique quantique, quand vous faites une mesure d'une propriété d'un système physique, en général, vous ne pouvez prédire que la probabilité d'obtenir tel ou tel résultat. Par exemple, si vous mesurez l'énergie d'un électron, si l'électron est dans un état dit superposé, il y a plusieurs valeurs possibles. Vous faites la mesure, il n'y en a qu'une qui se manifeste, et parmi toutes celles qui sont possibles, elles semblent apparaître au hasard, avec une certaine probabilité qu'on peut calculer. Alors, Einstein, quand il a constaté cette propriété de la mécanique quantique, a contesté que le hasard qui apparaît là soit du hasard pur. Donc Dieu ne joue pas au dé. Pour lui, ce hasard était la manifestation du fait que notre description des objets physiques en mécanique quantique était incomplète. Il nous manquait des données, qu'on appellera plus tard des variables cachées, qui, si nous les connaissions, nous permettraient non plus de parler en termes de probabilité associée aux mesures, mais nous permettrait de retrouver une prédiction certaine du résultat qui sera obtenu. Et en fait, quand vous avez dit tout à l'heure dans l'introduction que la science cherche à éliminer le hasard, dire que la science cherche à éliminer le hasard, c'est dire ce qu'on attend de la science et non pas du tout ce qu'est la science.
une sorte d'objectif qu'on se donne, mais rien ne garantit qu'il sera réalisé. Et il se trouve que cet argument d'Einstein, qu'on résume souvent en disant qu'il a dit que Dieu ne jouait pas au dé, a été à la source d'une discussion sur ce qu'il faut attendre de la physique, entre Einstein justement et Bohr et quelques autres. Et ça a donné lieu à des débats extrêmement intéressants, à un article 30 ans après écrit par un physicien irlandais qui s'appelle John Bell, qui a montré que la conception d'Einstein et celle de Niels Bohr, qui pensait que le hasard était lié non pas à notre méconnaissance des détails fins, mais à la nature même, il y avait du hasard pur en quelque sorte, à une expérience fameuse faite par Alain Aspect et d'autres, reproduite dans des circonstances différentes depuis, qui a démontré la non-séparabilité quantique, qui montre en fait de façon creuse qu'il n'existe pas de paramètres cachés qui permettrait de rétablir un déterminisme strict dans le cadre de la mécanique quantique. Donc en mécanique quantique, quand vous faites une mesure, le résultat obtenu, lorsque la mesure est faite sur un système superposé, tombe par hasard, parmi plusieurs valeurs possibles. Alors, un autre physicien plus récent, Alfred Kessler, lui a dit, semble-t-il, il est pour moi un physicien absurde de penser que l'univers se soit fait par hasard. Ça, c'est la question de la contingence. C'est-à-dire, prenez les constantes physiques. Est-ce qu'elles sont calculées, est-ce qu'elles ont été calculées par hasard? Est-ce qu'elles sont la valeur qu'elles ont par hasard? Ou bien est-ce qu'elles font partie d'un dessin général? Si vous prenez l'expérience de Galilée, de chute des corps, Galilée fait intervenir la pesanteur, l'accélération de la pesanteur, petit g, comme on le note souvent comme ça dans les livres. Elle a la valeur qu'elle a et qui est obtenue comme ça par la mesure. Ensuite, Newton fait sa théorie de la gravitation universelle. Il a entendu la constante grand G de la gravitation universelle. Et on peut relier grand G à petit g dès lors qu'on connaît la forme de la Terre et sa taille, son diamètre. Et donc, la valeur de petit g n'est plus contingente, elle est déterminée par la connaissance d'une autre constante plus fondamentale qu'elle. Maintenant, la constante grand G, est-ce qu'elle a la valeur qu'elle a comme ça, c'est un hasard, ou bien est-ce qu'elle a été ajustée? C'est tout le débat qui oppose les partisans du dessin intelligent, le principe anthropique, à ceux qui pensent plutôt qu'il y a plein d'univers différents avec des constantes différentes. Alors Pierre-Henri Gouillon, on retombe effectivement sur ce débat fondamental qui agite votre domaine en particulier, qui suit l'évolution, et de cette part de hasard que vous avez essayé de définir tout à l'heure, mais qui pour certains est intolérable. Oui, ça c'est un problème. Alors, je voudrais juste poser deux petits points. Premièrement, effectivement, dire que le hasard c'est le résultat d'une ignorance ou que c'est le résultat d'une indépendance, en fait, ça revient au même. Parce que tant que vous ignorez, ça crée de l'indépendance. Ce qui fait que quand on joue au dé, on considère que le résultat est au hasard, c'est que je ne suis pas capable de prédire ce qui va se passer, donc que du coup il y a indépendance entre ce que je veux et ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que dans le langage de tous les jours, le hasard, c'est quasiment toujours, ça peut toujours se ramener à de l'indépendance. À l'indépendance entre deux facteurs dont la rencontre fera quelque chose. Si je souhaite que l'as sorte, eh bien, il y a hasard. Si jamais bien que je le souhaite, il sort quand même qu'une fois sur 6, au dé. Et le deuxième point qui a déjà été dit par Jean-Claude Amezen, mais je voudrais quand même revenir un peu dessus, c'est l'aspect prédiction. Ce qu'il y a de remarquable dans les développements, disons, au cours des 30 dernières années de l'étude de l'évolution, c'est qu'on s'est rendu compte que justement, le hasard, on pouvait le prédire mieux que si jamais il n'y a pas hasard. Oui, si je vous dis, je joue au dé et ce dé n'est pas pipé, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous pouvez me dire, une fois sur 6, chaque phase va sortir. Si jamais je vous dis le dé est pipé, et que je vous en dis pas plus, vous pouvez plus rien dire sur ce que va faire le dé. Si ça se trouve, il va sortir là, ça à tous les coups, si ça se trouve, il va les sortir jamais, etc. Donc, en fait, et ça, c'est quelque chose qu'il est important de dire, parce que j'ai constaté que la plupart des gens étaient très étonnés de ces choses-là. C'est qu'en fait, on peut mieux prédire des situations dans lesquelles l'aléatoire est fort que des situations dans lesquelles l'aléatoire est faible. Alors, concernant l'évolution, c'est exactement ça qui se passe. C'est que on peut prédire ce qui va se passer dans certaines situations tout à fait aléatoires, mais vraiment aléatoires au sens classique du terme, c'est-à-dire que je sais que, par exemple, si jamais une mutation produit une forme différente d'un gène, mais que ça change absolument rien au fonctionnement de l'individu, et bien du coup, il y a une certaine probabilité que cette forme du gène se répande dans la population, une certaine probabilité qu'elle s'éteigne. Je peux prédire ça complètement. Je peux du coup prédire quel est le nombre de formes différentes d'un gène que je vais trouver dans une population à un certain moment, et tout ça, ça se prédit, ça se travaille. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on essaye de savoir quelle est la proportion des gènes qui sont soumis à sélection. C'est en voyant ceux qui ne collent pas avec l'idée du hasard. Contrairement à d'autres formes d'aléatoire, toujours sous forme d'indépendance, qui est
quelle est la mutation qui va sortir et qui va changer quelque chose. Et ça, c'est effectivement de l'ordre de la contingence, comme le disait Étienne à l'instant, c'est-à-dire que est-ce que à partir des dinosaures, il devait apparaître des oiseaux? Ou est-ce que ça aurait très bien pu faire autre chose? Et bien ça, sincèrement, on n'en sait rien, quoi. Alors là, on est dans la contingence la plus totale. Ça s'est passé qu'une fois, on ne peut pas recommencer l'expérience. Et donc, du coup, ça traumatise effectivement les gens. Parce que je pense que derrière toutes les questions de dessin intelligent et de refus de la théorie darwinienne, dans son acceptation d'un certain hasard, et je le redis, il ne faut pas dire que la théorie darwinienne, c'est que l'évolution se fait au hasard, elle se fait sous l'action de la sélection naturelle, mais avec une part de hasard forte. Et là, effectivement, on peut dire que l'apparition de l'homme n'était pas inéluctable sur Terre, et ça, il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter. Je vous rappelle que vous écoutez le Club Sciences Publiques sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Le hasard existe-t-il ?» avec les 3 membres du Club Sciences Publiques, Jean-Claude Amézède, médecin, professeur d'immunologie à l'Université Paris 7 et président du comité d'éthique de l'INSERM, Étienne Klein, physicien au CEA, professeur à l'École centrale de Paris, et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et à Sciences Po, et avec notre invité Nicolas Gauvrit, maître de conférences en mathématiques à l'Université d'Artois et docteur en sciences cognitives. Alors justement, je voudrais revenir avec vous, Nicolas Gauvrit, sur cette question. En mathématiques, vous dites que justement, il y a une branche des mathématiques qui s'est dévolue à l'étude ou à l'exploration du hasard en découvrant des lois, les probabilités, et qui servent à faire des statistiques, par exemple. Est-ce que cette branche, comment évolue-t-elle aujourd'hui? Est-ce que on peut imaginer une progression dans les techniques qui permettent de peut-être réduire ou du moins mieux maîtriser le hasard? Je ne sais pas si réduire ou maîtriser, c'est vraiment Ce que expliquait Pierre-Henri Gouillon tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans certains cas, on a au moins une information sur les possibilités, les possibles qui s'offrent face à une situation dans laquelle le hasard intervient. Oui, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Je pense que là, les probabilités continuent à donc explorer le hasard et trouver en quelque sorte les lois du hasard. Mais comme on est en train de parler de la définition du hasard un peu, en fait, de manière assez paradoxale, c'est pas tout à fait dans le champ des probabilités qu'on a trouvé finalement une définition vraiment rigoureuse, carrée du hasard. Il y a un peu de probabilités qui interviennent, mais c'est plutôt dans le champ des sciences de l'informatique, sciences des ordinateurs, l'informatique théorique. Voilà. C'est plutôt en informatique théorique qu'on a pu donner naissance à toute la théorie de la complexité et aboutir, donc je disais tout à l'heure dans les années 60, à une définition du hasard qui a ça d'extraordinaire, c'est qu'elle reprend à peu près toutes les définitions qu'on a pu donner là presque. C'est-à-dire que la définition formelle du hasard comme sous la forme, je vais essayer de donner une forme simplement compréhensible, une suite de nombres infinis est considérée comme aléatoire, en gros, si elle est complexe, c'est-à-dire si on ne peut pas la résumer. Voilà. Et ce qu'on a pu démontrer, donc ça, on lui donne un sens très rigoureux. Résumer une suite de nombres. Ça veut dire la décrire en moins de mots que. Donc si c'est une suite infinie, en un nombre fini de mots, et si c'est une suite finie très longue, disons en moins de mots qu'il en faut pour la réciter. Voilà. Et on montre que ça, c'est équivalent à dire que la suite est imprévisible. C'est-à-dire que connaissant les premiers termes, on ne peut pas savoir ce qui va se produire après. On ne peut pas savoir mieux qu'en disant au hasard. Donc effectivement, ça fait comme pour le dé. Du coup, on a des lois qui sont meilleures que si ce n'était pas le hasard, mais qu'on ne savait pas comment ce n'était pas le hasard. Mais enfin voilà, on a à la fois cette idée d'imprévisible, de complexe, et on a aussi une équivalence avec les tests statistiques. C'est-à-dire que ça, c'est aussi équivalent au fait que la suite ne peut pas être démontrée non aléatoire par un test statistique raisonnable, disons, parce qu'on ne peut pas faire tous les tests, mais il y a une classe de tests et ces différentes définitions qui correspondent, je crois, à des définitions intuitives du hasard, sont finalement équivalentes et en plus on leur donne un sens vraiment formel avec cette définition du hasard par Martin Löf dans les années 60. Vous voyez qu'on retombe bien sur l'indépendance entre la n plus unième terme et les n précédents. Hein. Pour moi, c'est une formalisation
la version Cournot. Une suite de nombres est aléatoire si le n est indépendant des n-1 précédents. Donc, Jean-Claude Amézet. Oui, moi je crois qu'il y a deux choses. Il y a le degré de notre ignorance, avec un petit mot quand même, parce qu'il y a toujours cette envie de maîtriser le hasard. Je veux dire, ce qui fait la beauté de la vie, c'est l'imprévu, l'inattendu, la surprise. Et s'il n'y avait pas d'ignorance... pas toujours, quand même. S'il n'y avait pas d'ignorance, la vie serait d'une monotonie extraordinaire. On parle plutôt de la science et donc du chercheur, qui lui n'a pas forcément le même objectif d'être surpris. Alors je vais y revenir. Mais même si la surprise, on a parlé de sérendipité il y a un très beau mot de Maurice Blanchot, il ne parle pas de l'ignorance, mais de l'oubli, ce qui est la même chose, ne plus savoir ce qu'on savait, en disant qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Je veux dire, tout savoir, ne pas avoir d'ignorance, a quelque chose de terriblement monotone. Mais je voulais reprendre ce que disait Pierre-Henry, et je crois qu'il y a, quand on discute de dessin intelligent, quand on discute du hasard, comme une incertitude fondamentale, comme une indétermination qui serait au cœur de l'univers. Ce que Étienne a dit en ce qui concerne le monde quantique. Et une des questions, c'est est-ce que le monde macroscopique écrase cette indétermination, de la même façon que la pesanteur, le poids, écrase les mouvements browniens des bactéries, parce qu'à partir du moment où vous avez un volume et un poids suffisant, les mouvements browniens qui font que les bactéries vibrent à droite et à gauche ne se font plus en ce qui concerne des corps plus solides comme les nôtres. Moi, je ne bouge pas. Et donc, est-ce que cette indétermination est écrasée à mesure qu'émergent des structures plus complexes, ou est-ce qu'elle persiste? Alors, je vais vous donner un exemple qui reprend un peu ce que disait Pierre-Henry. Nous sommes chacun des êtres vivants qui nous entourent le résultat d'une série de séquences absolument improbables. C'est pendant 3,5 milliards d'années le fait que chacun de nos ancêtres, au cours de l'évolution du vivant, a réussi à avoir des descendants avant de disparaître. Si vous vous mettez il y a 3 milliards d'années et que vous dites est-ce que cette bactérie aura pendant 3 milliards d'années une série de descendants qui se métamorphoseront et dont aucun ne sera jamais mort avant d'avoir eu des descendants, ça paraît impossible à prévoir. Rétrospectivement, c'est évident. Vous, moi, nous tous, tous les arbres et tous les êtres vivants qui nous entourent sont, par définition, le produit rétrospectivement inévitable d'une séquence improbable. Et donc, entre l'incapacité de prévoir au début et l'évidence du déterminisme qui a causé la présence, il y a la question de savoir si au début c'est un problème d'ignorance. En gros, les oiseaux ne pouvaient pas ne pas naître des dinosaures, ou est-ce qu'il y avait plusieurs avenirs possibles, et donc une certaine indétermination. Et je crois que c'est un paradoxe fécond de la science. Comme le disait Étienne, la science pose comme postulat extrêmement fécond, extrêmement riche, que chaque effet doit pouvoir être ramené à une cause qui l'a produite. Et donc, elle dit que tout est déterminé. Vous savez que c'est un problème qui non seulement est un postulat de la science, mais qui a longtemps agité la théologie. Est-ce qu'il y a un déterminisme ou est-ce qu'il y a un libre arbitre? Est-ce que l'avenir s'invente ou est-ce que tout est déjà écrit? Et je crois que nulle part en science ailleurs qu'en neurosciences, ce paradoxe est plus évident, parce que quand des chercheurs s'interrogent sur l'existence ou pas d'un libre arbitre et concluent dans leurs articles, les articles sont contradictoires, que le libre arbitre n'existe pas, que ce que nous croyons décider, en fait, c'est décidé en nous par une série de déterminismes qui nous échappent totalement et que nous actualisons en disant d'un seul coup « Tiens, j'ai décidé ». Eh bien, les chercheurs qui écrivent ces articles et qui disent « Il n'y a pas de libre arbitre, tout est écrit dans ce que fait un individu », ne s'interrogent pas sur le fait qu'ils sont des chercheurs qui ne pouvaient pas ne pas décrire ce résultat puisqu'ils pensent que tout est déterminé. Et donc, vous voyez bien cette contradiction au cœur de la science. Comment est-ce que je peux penser que tout est déterminé et en même temps penser que la science se discute, s'évalue, se recherche librement, de manière spontanée, si tout est déterminé. Je crois que dans ce paradoxe, notre liberté, la croyance en un certain degré d'indétermination, d'émergence, d'invention spontanée du futur, et la volonté louable d'expliquer les régularités du monde, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ignorance, et dont je crois qu'il faut poser les deux termes si on veut pouvoir continuer cette aventure. Étienne Klein, je voudrais revenir sur cette question que vous avez soulevée des variables cachées qui, finalement,
n'existerait pas et donc constat qui aboutirait à l'impossibilité effectivement de déterminer quelle est la valeur recherchée pour une corpuscule, un corps comme un électron. Est-ce que ça veut dire qu'on a la certitude aujourd'hui que ces variables n'existent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une part d'ignorance résiduelle qui, comme le souhaitait Einstein, finirait par nous donner la possibilité de ce calcul à l'avance? Est-ce que c'est une certitude, ce genre d'impossibilité? Bon, cette histoire de la non-séparabilité quantique, comme on l'appelle, est une histoire très longue et très compliquée. Simplement, elle correspond à ce que Merleau-Ponty appelait une découverte philosophique négative. C'est-à-dire qu'une question philosophique, à propos de la science, qui opposait Einstein et Bohr, Einstein disait « le but de la science, c'est d'écrire le réel indépendamment de la connaissance que nous en avons ». Alors que pour Bohr, le but de la physique, c'est d'écrire notre interaction avec le réel et non pas la réalité en elle-même. Et cette opposition qui était philosophique a abouti au gré des différentes étapes que j'ai pas eu le temps de rappeler tout à l'heure, l'article de John Bell, les expériences des années 80 grâce à l'avènement de lasers assez fiables et puissants, ont tranché cette question philosophique grâce à une expérience de laboratoire. Et donc ce qui a été éliminé, c'est l'idée que on pourrait prédire le résultat à coup sûr d'une mesure quantique par la connaissance de variables cachées dites locales. Ces variables-là ne peuvent pas exister. En revanche, la porte est encore ouverte pour des variables cachées dites non locales. Donc c'est pas une fermeture complète, si vous voulez, mais des variables cachées non locales, ça changerait de toute façon complètement la conception que nous avons des objets physiques. Donc il y a quand même eu un progrès énorme sur cette question. Et pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Ameisen sur la causalité, d'abord la citation de Maurice Blanchot, que j'ai beaucoup aimé, me rappelle une phrase que me disait mon voisin qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui me disait l'autre jour que sa mémoire n'était plus pour lui qu'un lointain souvenir. Mais dis donc que je dirais que la causalité, c'est plutôt le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. C'est-à-dire quand un événement se produit, la démarche scientifique vise à le considérer comme l'effet d'une cause à identifier. Quand cette cause n'est pas connue, nous disons que l'événement se produit par hasard. Ce qui pose aussi la question de la contingence que j'ai déjà évoquée, mais sur laquelle je voudrais revenir. Si cette question de la contingence, par exemple des constantes fondamentales de la physique, est aujourd'hui si intéressante, c'est parce qu'on a compris, grâce à des simulations, que si la constante de la gravitation était très légèrement différente de ce qu'elle est, si sa valeur numérique était soit un peu plus élevée, soit un peu plus faible que la valeur mesurée dans notre univers. Eh bien, par exemple, les réactions nucléaires au sein du Soleil seraient toutes chamboulées, et le carbone, par exemple, le noyau de carbone ne pourrait pas se fabriquer. Pas de carbone, pas de vie, etc. Donc, nous ne serions pas. En tout cas. Ouais. Et donc, ça pose la question de savoir s'il y a eu ajustement ou pas. Oui, on retombe sur la question, effectivement, d'un dessin intelligent. Ce qui est très intéressant, enfin plutôt pas intéressant mais curieux, c'est que la gravitation universelle, c'est l'anagramme de loi vitale régnant sur la vie. Bon, donc en réalité, il n'y a pas de hasard, en réalité, puisque tout est écrit comme... Sur les kabbalistes, oui. D'une façon relativement cachée. Pierre-Henri Gouillon. Oui, non, je pense que par rapport à toutes ces questions, ce qui est intéressant, c'est de voir que évidemment, nous sommes dans un certain monde, et nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes issus, comme l'ont dit au fond Jean-Claude et Étienne, nous sommes issus d'événements extraordinairement improbables. Donc, a priori, on peut se dire, c'est tout à fait incroyable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si jamais ça n'avait pas été comme ça serait autrement, et que ça serait tout aussi improbable. C'est-à-dire que toutes les situations a posteriori sont improbables. Et si jamais vous demandez à un ordinateur, ou d'habitude on prend plutôt un singe pour que ce soit plus drôle de taper à la machine, il peut vous sortir une suite de plusieurs milliers de lettres les unes après les autres. Et cette suite de lettres était totalement improbable avant que le singe commence à taper, évidemment. Hein. Et chaque suite de lettres, c'est pareil que pour le loto. J'ai un ami, quand on lui demande, tiens, donne-moi une idée de chiffre à donner pour le loto, il dit, 1, 2, 3, 4, 5. Et les autres lui disent, non, ça peut pas sortir. Et évidemment que 1, 2, 3, 4, 5, ça a autant de chances de sortir que n'importe quoi d'autre. Donc, a posteriori, vous pouvez dire, eh bien,
si jamais un système est tel qu'il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Si jamais il y a beaucoup de possibilités, chaque chose qui peut se passer a priori est improbable, mais a posteriori, elle s'est produite, et puis c'est tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une part d'ignorance, au sens où il n'y aura rien à découvrir dans ce domaine. Il y a je pense que dans le domaine de l'évolution, il y a un certain nombre de choses qui nous échapperont à jamais, parce qu'effectivement, elles sont... Et je dirais que c'est plus de l'ordre de la contingence, effectivement, que du hasard. Là, on peut pas lutter contre la contingence. Le hasard... La question, c'est est-ce qu'elle nous échappe ou est-ce qu'elle n'existe pas ? Et oui. Non, je pense qu'elle existe, mais simplement, il n'y a pas moyen de travailler dessus, justement parce qu'on n'a qu'une seule expérience. Si on arrivait à visiter des milliers de planètes sur lesquelles la vie s'est développée, alors là, on commencerait à pouvoir peut-être se rendre compte que certaines choses étaient nécessaires. Mais en regardant qu'une seule expérience, je ne crois pas qu'on puisse jamais approcher cette question-là. Jean-Claude Amezen. Oui, je crois que c'est un peu comme... Et est-ce que, encore une fois, ce que nous ignorons, en gros, les casinos gagnent de l'argent, la Française des Jeux aussi, parce que les lois des probabilités leur disent que quels que soient les gains individuels imprévisibles que nous ignorons et que les gens croient ne pas ignorer, c'est pour ça que les Français dépensent, d'après ce que j'ai lu récemment, plus de 22 milliards d'euros par an pour des jeux dans lesquels les gens pensent, non pas que par hasard, la probabilité se réalisera, mais qu'on peut lire, qu'on peut prédire, qu'on peut prévoir que tel chiffre ou tel numéro va sortir. Le casino gagne s'il a bien analysé les probabilités. Savoir qui va gagner au casino est totalement contingent, est totalement ignoré et imprévisible. C'est le principe même du jeu. C'est-à-dire que si on savait qui allait gagner, ce jeu n'aurait pas de sens. Le budget dépensé par les Français pour les jeux de hasard est à peu près égal à celui qui dépense pour la voyance. Ouais. Et donc, en réalité, ça s'ajoute. Voilà, ce que je crois, c'est que dans cette imprévisibilité, dont on voit bien dans un jeu de hasard, quel est simplement le degré de l'ignorance, quelle est la sensibilité aux conditions initiales, quel est tout ce qu'on n'arrive pas à maîtriser. La vraie question, qui est une question métaphysique, je dirais, qui côtoie le postulat scientifique, c'est est-ce qu'il y a et à quel niveau, mécanique quantique, et plus loin, évolution du vivant, est-ce qu'il y a une part réelle d'indétermination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, deux choses sont possibles et l'une d'entre elles aura lieu et ça n'est pas écrit, c'est pas que nous ne pouvons pas le prévoir, ou est-ce que c'est simplement que nous ignorons comment ça va se passer? Et ça, je crois que c'est important, et je crois que la science ne peut pas, comme dans d'autres domaines, tu parlais de preuves négatives, la science n'est pas là pour explorer des postulats métaphysiques, elle est là pour chercher, encore une fois avec une très grande fécondité, tout ce que nous pouvons déduire en termes de lois régulières, générales de systèmes de causalité, sans que ça nous permette de nous prononcer sur l'existence ou pas d'une indétermination que justement, qui est masquée par notre ignorance. Et donc je crois que c'est une question fondamentale et intéressante. Maintenant, d'un point de vue humain et éthique, je pense que c'est important, je parlais du débat théologique. Déterminisme veut dire levier. Si je connais les séquences de causalité, je peux intervenir sur le monde, je peux soigner des malades, je peux soulager la souffrance, je peux corriger des inégalités. Mais si ce déterminisme est absolu et me concerne moi-même, c'est un déterminisme qui conduit au contraire à la fatalité. À quoi ça sert que je fasse quelque chose, puisque de toute façon, si c'est écrit, je le ferai. Et donc je crois qu'il y a encore une fois cette ambiguïté. Comment poser notre liberté, notre responsabilité, nos devoirs les uns vis-à-vis des autres, tout en considérant que ce que la science nous apprend sur les déterminismes nous donne un levier. Martin Buber disait que la seule chose qui puisse être fatale à l'humanité, c'est de croire à la fatalité. Et je crois que croire au déterminisme, parce que c'est extrêmement fécond dans la démarche scientifique, ne doit pas conduire à croire à la fatalité, à croire que les actions humaines sont inutiles, à croire que si les gens sont pauvres, malheureux, mourants ou malades, c'est parce que c'est l'ensemble des déterminismes du monde qui l'a créé. Donc je crois encore une fois qu'il faut cet équilibre fécond pour des raisons à la fois, mais je dirais épistémologiques et éthiques, de concilier cette idée que les déterminismes sont importants à connaître et qu'il y a quelque part une part d'indéterminé qui en particulier est ce que nous appelons notre liberté. Alors on a entendu parler quand même de la théorie du chaos par exemple et de ce fameux effet papillon qui est un peu le contraire, c'est-à-dire c'est remonter à une cause qui peut paraître infinitésimale mais qui a des effets qui peuvent potentiellement d'ailleurs être énormes. Étienne Klein n'a pas l'air d'accord. Non, je crois qu'il y a un malentendu sur l'effet papillon justement. Ce que dit l'effet papillon, c'est pas du tout qu'une petite cause peut avoir de grands effets. C'est que quand dans un système naturel comme celui
correspond à la météorologie dans l'atmosphère. Il y a tellement de causes qu'il n'y a plus de causes. C'est ça que veut dire l'effet papillon. C'est-à-dire qu'il y a tellement de causes imbriquées qu'il est difficile de faire la part des choses et que l'évolution du système, du coup, devient imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est l'aile de papillon qui a provoqué l'ouragan dans l'effet papillon. On dit Pierre que Gouillon. parmi toutes les variables, l'une des multiples variables qui va pouvoir influencer le fait que l'ouragan ait lieu ou non, l'une de ces variables, c'est le fait qu'il y a eu un petit vol de papillon. C'est pas la même chose que de dire que le vol de papillon est la cause de L'ANI l'ouragan. disait que quand il y a 1000 causes, il n'y a plus de causes. Oui, C'est ça que ça veut dire. je crois, si on prend Edward Lorenz, puisque c'est lui, c'est sa communication à l'Association pour Jean-Claude l'avancement des Amezen. sciences en 72, prédiction 2 points, est-ce que des battements d'ailes d'un papillon au Brésil peuvent provoquer une tornade au Texas? Ce qui a causé son interrogation, chaos déterministe, c'est que il a vu que des calculs qu'il a fait avec des chiffres, des nombres à 3 décimales, donnaient des résultats extrêmement éloignés de ce qu'il avait calculé sur son ordinateur avec des nombres à 6 décimales. Donc des petits changements dans les conditions initiales, le nombre de décimales des nombres, entraînent des résultats différents. C'est le chaos déterministe, c'est-à-dire que les règles de causalité peuvent être formalisées de manière mathématique, mais qu'il n'y a pas de prévisibilité ensuite de ce qui va se passer, bien qu'il y ait une régularité. Ça signifie que le déterminisme n'implique pas la prédictibilité. Voilà. Et compatible avec un degré d'ignorance. Vous écoutez le Club Sciences Publiques sur France Culture. Nous débattons aujourd'hui de la question: le hasard existe-t-il? Avec les 3 membres du Club Sciences Publiques, Jean-Claude Amezen, professeur d'immunologie à l'Université Paris 7 et président du comité d'éthique de l'INSERM, Étienne Klein, physicien au CEA, professeur à l'École centrale de Paris, et Pierre-Henri Gouillon, directeur, professeur au Muséum d'Histoire naturelle et à Sciences Po Paris, ainsi que notre invité Nicolas Gauvrit, maître de conférence en mathématiques à l'Université d'Artois. Alors justement, Nicolas Gauvrit, vous vouliez intervenir peut-être sur la théorie du chaos et justement la façon dont on en a parlé Oui, à l'instant. Juste pour préciser un point, quand il y a un système dynamique comme dans l'histoire du papillon et de l'ouragan, qui est chaotique comme ça, il n'y a pas nécessairement beaucoup de causes. Et donc là, c'est une explication possible, mais ce que justement on a pu montrer avec les mathématiques et qui est assez effrayant, c'est que même une règle unique, très simple, peut conduire à des choses chaotiques, c'est-à-dire qu'on a des moyens. Quand je parle de système dynamique, c'est simplement quelque chose qui évolue au cours du temps, donc ça peut être en mathématiques simplement un nombre, ça donne une suite de nombres. Et on peut définir donc des suites de nombres avec des règles très simples, et si on modifie le premier nombre de presque rien, ça change complètement non seulement les valeurs de ce qui vont apparaître par la suite dans la série de nombres, mais même la manière dont la suite se comporte. C'est-à-dire qu'en modifiant de presque rien, on passe d'une suite qui tend vers quelque chose, qui se rapproche d'une valeur, à une suite qui, par exemple, peut alterner entre 2 valeurs, ou bien qui peut n'avoir aucune limite, enfin, des choses comme ça. Donc un bon exemple, semble-t-il, c'est la météo qui justement fait des calculs très compliqués. Mais par Plutôt une contre, goutte d'eau qui tombe d'un robinet. parce que dans la météo, il y a effectivement beaucoup de variables. Donc Il y a beaucoup de variables et apparemment les prédictions, les modèles actuels sont plus ou moins validés suivant leur réaction à de faibles variations. C'est-à-dire s'ils continuent à converger malgré une faible variation des conditions initiales, il semblerait que dans ce cas-là, le degré de confiance qu'on leur accorde augmente, alors qu'il est très possible que cette petite variation fasse totalement diverger le calcul, et dans ce cas-là, ça veut dire que le degré de confiance est très Mais là, il y a faible. beaucoup de causes. Alors que si vous jouez avec votre Pierre-Henri robinet Gouillon. et que vous le refermez tout doucement, il va se mettre à goûter. Et selon l'ouverture que vous ferez, et beaucoup de robinets marchent très bien pour ça, vous allez obtenir soit une régularité réelle, soit une régularité à 4 temps, 2 gouttes rapides, 2 gouttes lentes, etc. Soit un temps entre 2 gouttes qui devient chaotique et vous allez constater qu'il n'y a plus aucune répétition dans ce que vous faites. Et là, c'est simple, il n'y a qu'une cause. C'est très Il y avait un exemple, Jean-Claude Amezen. il y avait un exemple simple, je crois, c'est que les lois de Newton, lorsqu'elles doivent décrire les mouvements respectifs de 3 planètes, commencent à générer une certaine imprévisibilité. Le système est simple, le nombre de variables est simple. Mais justement, pour enchaîner sur l'avenir du hasard, puisque c'était un peu le point de départ était cette définition, mais on peut se demander comment la science va évoluer. Est-ce que, déjà en faisant peut-être un regard en arrière, on peut
constater que la part de hasard dans les phénomènes que les scientifiques essaient d'explorer, est-ce que cette part de hasard a tendance à augmenter au fil des recherches ou bien à se réduire? Étienne Klein. Je pense que la part du hasard n'est pas déterminée. Ça, c'est une mauvaise réponse. Enfin, l'avenir de la part du hasard, en tout cas, n'est pas déterminé. Tout dépend des questions qu'on se pose. Regardons ces derniers siècles. Est-ce que le hasard est-ce que vous considérez que la question ou de pas savoir pourquoi la constante G, dont j'ai parlé beaucoup, a la valeur qu'elle a, est-ce que c'est une question scientifique ou pas? Autrement dit, est-ce que vous donnez à la science la mission de répondre à la question de savoir pourquoi la constante de Newton vaut telle valeur et pas une autre? Non, je ne suis pas forcément... Voilà. pas Donc vous forcément considérez que une cette variable est question contingente, on la prend comme elle est, on la Voilà. mesure, et puis on ne se pose pas de question sur le pourquoi de sa valeur. Donc si on en reste à ce niveau-là, on refuse les questions qui vont jusqu'au pourquoi, par exemple, alors je pense que la part du hasard va se réduire. Si on ouvre davantage le champ des questions, eh bien la part du hasard, elle est indéterminée, et elle progressera au gré des recherches, comme a pu progresser notre compréhension du hasard en mécanique quantique. Parce que le hasard, dans le domaine de la physique, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y avait une grosse part de hasard avant l'arrivée de la mécanique quantique. C'est quand même qui a introduit cette Donc la mécanique cette quantique a notion. posé la question de son statut d'une façon originale qui a permis donc de faire descendre un questionnement philosophique sur le statut du hasard jusque dans une salle d'expérience. Pierre-Henri Bouillon, pour ce qui est de l'évolution et de la biologie, Oui, même la biologie, question. moi je vois quand même, ça serait quand même dommage qu'on parle de hasard sans parler de cette loterie qui nous concerne tous, celle qui nous a donné naissance et celle qui donne naissance éventuellement aux enfants qu'on produit. Et je voudrais vous dire que... Et qu'on cherche à réduire, je pense que il y a des tentations pour la réduire. C'est pour ça que je voulais partir de là. D'abord, je voulais vous dire que le système, vous avez... Sans doute la plupart des auditeurs ont déjà vu à la télé un jour où on se zappait par hasard là-dessus, la boule qui tourne pour sortir les résultats du loto. Quand on fait de la biologie, on voit la même chose. Lorsque une cellule subit ce qu'on appelle une méiose, c'est-à-dire une division cellulaire qui permet de fabriquer des gamètes, que ce soit des ovules si c'est chez les femmes ou des spermatozoïdes chez l'homme, eh bien, les chromosomes sont répartis de façon parfaitement déterminée, sauf que 2 à 2, ils sont totalement échangeables. Et ensuite, ils se rassemblent pour refabriquer la nouvelle cellule. Et là, vous avez un tirage au hasard du même ordre que celui du loto, vraiment. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, la science a permis de montrer très clairement des mécanismes qui fabriquent du hasard de cette façon parfaitement activement. Même chose que les boules de loto. Et évidemment, ce hasard nous dérange. Et donc, plus que de vous parler de science, je parle de technique. C'est vrai que la technique aujourd'hui, particulièrement en biologie, essaye d'éliminer les hasards. On peut d'ailleurs, là, je trouve qu'il y a une dimension philosophique et éthique très importante. Est-ce que vraiment les humains peuvent, c'est un peu ce dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, est-ce que si on continue à refuser le hasard dans nos vies, on gardera une certaine humanité, ou est-ce qu'au contraire, on risque de rentrer dans des visions fatalistes et totalitaristes effrayantes? Là, je pense qu'il y a des vrais problèmes. Alors, quel hasard on essaie d'éviter à l'heure actuelle? Entre autres, donc, celui dont je vous parlais, le hasard de la procréation, le hasard de quel gène va recevoir un descendant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous vendent des tests génétiques, pas en France, ça ne serait pas autorisé, mais en Californie, on peut tester sur plusieurs centaines de gènes maintenant. Hein. Les enfants qu'on fait, ça coûte assez cher, mais comme le disent certains des gens qui vont chercher ça, un enfant, ça vaut le coup d'investir dessus. Et j'ai entendu le mot investissement, effectivement. Là, vraiment, il y a effectivement une négation de la valeur du hasard, au fond, et au contraire, un rejet de ce hasard comme pouvant avoir une influence dans notre vie. Je pense qu'il y a une vraie réflexion philosophique à avoir du point de vue des lois qu'on doit mettre en place par rapport à ça. Je vous signale quand même qu'aujourd'hui, il est interdit de commettre des actes pédophiles dans d'autres pays que la France. C'est condamné en France aussi. On peut se poser la question de savoir si ce genre de pratique ne devrait pas être interdit de la même façon. Alors Pas seulement sur notre sol. On a quand même mis le pied, déjà un morceau du pied en tout cas, dans cette direction, Jean-Claude Amezen, avec le diagnostic préimplantatoire, qu'on peut justifier de tas de façons. On a déjà beaucoup débattu de ce sujet, mais on est quand même dans cette optique. Il y a une très grande différence entre essayer de comprendre les déterminismes qui causent des catastrophes, qui causent de la souffrance, qui causent de la maladie, et essayer de les prévenir, et essayer de maîtriser l'avenir dans toutes ses composantes. Et je crois que la médecine a toujours essayé de prévenir et de réparer les catastrophes en termes humains, en termes de souffrance. Lorsqu'elle a commencé à essayer de formater
les êtres humains, elle est devenue totalitaire. Ça a été l'eugénisme. Donc je crois encore une fois que essayer de prévoir dans les relations de causalité ce qui peut être désastreux à tous les niveaux, c'est quelque chose d'autrement souhaitable, s'en servir comme un levier, mais ne pas encore une fois avoir cet orgueil vain de vouloir maîtriser tous les déterminants de l'avenir et rentrer en effet dans un monde non seulement monotone, figé, mais totalitaire. Donc, il reste quand même il faut cette... comprendre les deux, il faut garder cette part merveilleuse de l'imprévisible. Et puis d'un autre côté, vous savez, si les bactéries avaient inventé un moyen de continuer il y a 3,5 milliards à se reproduire sans erreur, eh bien le monde serait un monde bactérien et invisible à nos yeux parce que nous ne serions pas là. Donc je crois que on voit bien ce qu'il y a, ce tirage au sort dont parlait Pierre-Henry, il a évolué, c'est fantastique. Il y a des moments où la sexualité émerge, c'est-à-dire que le vivant a évolué spontanément des mécanismes qui augmentaient le tirage au sort, l'arpentage du champ des possibles. Il y a un mot que je voulais dire simplement quand vous parlez de l'avenir de la science. Je crois que ce que la biologie a révélé, mais aussi la physique, c'est l'amplitude du temps du passé. On est passé de quelques milliers d'années à 3 milliards d'années pour la vie et à 13 milliards d'années pour l'univers. Et c'est le rôle de la contingence. Et il y a quelque chose qui est important. Si le hasard est la mesure de notre ignorance, le physicien David Gross disait « La science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance de demain ». Donc je crois qu'il y a un champ pour la contingence et le hasard qui est assez grand. Parfait, bien écoutez, ce sera le mot de la fin parce qu'il est justement l'heure de notre rubrique coup de cœur, coup de sang, la rubrique donc du Club Sciences Publiques qui va vous permettre de faire un choix et de nous le communiquer. On commence par ordre alphabétique peut-être, alors par justement Jean-Claude Amezen. Alors, un livre que je trouvais très beau de Frédéric Aït-Touati, qui s'appelle « Contes de la Lune, essai sur la fiction et la science moderne », qui concerne le XVIIe siècle et qui montre à quel point de grands scientifiques qui ont révolutionné l'astronomie, comme Kepler et d'autres, et des philosophes comme Fontenelle, se sont servis de la fiction comme d'un moyen de montrer ce que révélait la nouvelle astronomie copernicienne. Donc c'est très beau, c'est ce qu'elle appelle défamiliariser le regard, et c'est un très beau livre sur les rapports entre science et art, fiction et avancée des sciences. Et puis il y a un film qui est un peu ancien maintenant, mais qui est sorti plus récemment en DVD, que je trouve très beau, parce que c'est un film à la fois plein d'humour, de jeunesse, de révolte, qui s'appelle Le nom des gens. Très bien. Nicolas Gourit. Alors moi, j'ai bien apprécié, c'est un coup de cœur, Le Trésor des paradoxes de Philippe Boulanger et Alain Cohen, si je me souviens bien, du titre, paru chez Belin. Alors je précise juste quelque chose sur ce livre, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman. On ne lit pas du début jusqu'à la fin, c'est un livre à ouvrir à une page aléatoire. Un peu comme un dictionnaire. Voilà. Un peu comme un dictionnaire. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était très dense, c'est une grande encyclopédie d'anecdotes sur les paradoxes et que j'ai bien apprécié. Voilà. Très bien, il est sur notre site internet. Pierre-Henri Gouillon. Alors d'abord, puisqu'on parlait de sexe comme créateur de hasard et de diversité, je voulais vous dire que avec Marie-Odile Monchicourt, le 23 septembre, dans le cadre de la Nuit des chercheurs, on va faire un petit spectacle sur le sexe. Donc, c'est à Montpellier, au domaine d'eau. Tu peux préciser. Donc, vendredi prochain. Alors, voilà, je ne préciserai rien du tout. Et sinon, j'ai bois un coup de... C'est pas cœur, c'est quoi le contraire? Coup de sang. Déjà sang. Un coup de sang. J'ai peur d'être impoli. Et c'est un article que j'ai trouvé que ma femme d'ailleurs a trouvé dans le Télégraphe, et qui nous dit que un câble de 300 millions de dollars va être mis dans l'océan pour relier Londres à New York. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas été toujours pris dans la presse française. Et 300 millions de dollars, pourquoi faire? Pour gagner 6 millisecondes dans les transferts d'informations. Et pourquoi 6 millisecondes? Eh bien, tout ça. Alors, évidemment, l'utilisation de ce câble sera très chère, sera beaucoup plus cher qu'un câble normal de web. Mais toutes les boîtes qui font du trading vont se jeter dessus, puisqu'on estime à environ 100 millions de dollars le bénéfice qu'on obtient en gagnant 1 milliseconde dans les transactions actuellement, les transactions qui sont faites par des ordinateurs sans que les hommes n'aient plus évidemment le temps, parce que si c'était des hommes, 1 milliseconde, ça ne changerait pas grand-chose. Je trouve que c'est extraordinaire de voir la folie que constitue ce genre de choses. On est dans un système qui gouverne la finance de façon beaucoup trop rapide et on est en train de la rendre encore plus rapide. Quand je vous dis que c'est trop rapide, j'en ai parlé avec... C'est un collègue automaticien qui m'a fait remarquer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est que si vous voulez
faire un système automatique de guidage d'un paquebot, par exemple, vous devez absolument calculer le temps de réaction du gouvernail en fonction du temps de réaction du paquebot. Si jamais votre gouvernail tourne d'un coup, dès que le paquebot s'écarte un tout petit peu de sa route, eh bien votre paquebot va tourner en rond et va finir par se foutre dans les rochers. Un système qui guide un autre système doit avoir une inertie correspondant à l'inertie du système guidé. Or, on a un système industriel et économique qui a une certaine inertie. Et évidemment, une entreprise, ça ne peut pas changer en 1 milliseconde de ses activités. Et du coup, le système de guidage financier devrait avoir la même inertie. On fait exactement le contraire. Et il y a bien des gens qui doivent gagner beaucoup d'argent là-dessus puisqu'ils vont payer 300 millions de dollars juste pour ça. Très bien compris. Et il nous reste Étienne Klein. Moi, c'est un coup de cœur, un livre sur les paradoxes, d'une certaine façon, qui a été écrit, qui vient de sortir, écrit par Jean-Claude Michéa, professeur de philosophie à Montpellier, qui a déjà écrit La double pensée. Tous ces livres sont parus chez Flammarion Climat. Et le titre de cet ouvrage, c'est Le complexe d'Orphée, sous-titre La gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès. Et donc ça mêle l'histoire, l'anthropologie, l'économie, la philosophie. Et ça dénonce tous les paradoxes de notre situation politique. J'ai le temps de lire 5 lignes. 5 lignes. Voilà. Guy Debord faisait observer que la société capitaliste prend toujours soin de donner aux nouvelles souffrances le nom des anciens plaisirs. En vertu de ce principe, la gauche kérosène d'aujourd'hui, célébrant le concept de nomadisme, espère conférer à la pauvre existence aéroportée de l'individu hors sol, du cadre supérieur italien à l'universitaire radical chic, un peu du prestige des bédouins du désert ou des anciens cavaliers mongols. C'est-à-dire qu'on soit de gauche, de droite, du centre, du bas ou du haut. C'est noté. Merci à Jean-Claude Amezen, Pierre-Henri Gouillon, Étienne Klein et Nicolas Gauvrit d'avoir participé à ce club Sciences Publiques. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des références d'ouvrages sur le hasard en sciences, en particulier celui de Nicolas Gauvrit. Vous avez dit hasard entre mathématiques et psychologie, paru aux éditions Belin pour la science en 2009. Et vous pouvez réécouter cette émission pendant plusieurs mois et la podcaster pendant une semaine. La semaine prochaine, vendredi 23 septembre, donc jour de la nuit des chercheurs dont parlait Pierre-Henri Gouillon, Sciences Publiques participera à la journée spéciale proposée par France Culture sur Jérusalem. Pour notre part, nous aborderons la question délicate des fouilles archéologiques dans cette ville et de l'instrumentalisation religieuse des résultats de ces fouilles dans le contexte du conflit entre Israël et la Palestine. Nous aurons des invités à la fois ici au studio 167 et dans l'école biblique et archéologique de Jérusalem, dans laquelle France Culture sera accueillie pendant cette journée. Un mot également sur la nouveauté de la rentrée pour Sciences Publiques dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière. À partir de ce mois de septembre, Sciences Publiques sera enregistrée en public une fois par mois avec notre nouveau partenaire, l'Institut des hautes études en sciences et technologies, l'IHEST. Et nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 27 septembre à 18h au studio 106 de la Maison de la Radio pour l'enregistrement de l'émission qui sera diffusée le vendredi 30 septembre. Donc, en fin de la même semaine à 14h, nous vous interrogerons sur une question d'actualité brûlante et qui n'est pas sans rapport avec notre interrogation d'aujourd'hui sur le hasard. L'économie est-elle une science ? L'entrée est gratuite et libre dans la limite des places disponibles. Alors venez nombreux pour débattre directement avec nos invités en fin d'émission le mardi 27 septembre, donc à 18h. Sciences Publiques, Luc Jean Reynaud, Manon Houssin, Catherine Donnet, Michel Alberganti. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges qui nous parlera du monde étrange de la mécanique quantique. On y revient avec son invité Franck Lalo. Pour l'instant, il est bientôt 15h. Nous vous laissons en compagnie d'Abdelwahad Medeb pour Culture d'Islam. Merci à tous et à la semaine prochaine.